Alors, je suis très, très heureux d'accueillir dans ce séminaire l'un des meilleurs spécialistes de la notion de littérature mondiale aujourd'hui. Il s'agit de Jérôme David, qui est professeur ordinaire de littérature à l'Université de Genève et qui a publié des textes tout à fait fondamentaux pour une réflexion sur cette notion de littérature mondiale. Alors, Jérôme David avait d'abord commencé, est spécialiste de théorie littéraire, de théorie esthétique, d'humanité numérique. Il a publié un livre d'abord sur l'implication de textes, donc en didactique de la littérature, un grand texte, un grand livre, une grande thèse sur Balzac, une éthique de la description, chez Honoré Champion, un livre sur les haïkus de Bachot, un autre, je pense qu'il va en reparler, sur Martin Bodmer et les promesses de la littérature mondiale, paru chez Ithaq en 2018, parce que Jérôme David est co-directeur du Bodmer Lab, donc peut-être il nous parlera tout à l'heure, qui me semble-t-il, joue un rôle dans cette réflexion sur la littérature mondiale. Mais Jérôme David est aussi l'auteur d'un livre qui a fait très grand bruit, comme les autres du reste, mais tout à fait étonnant, qui s'appelle « Spectre de Goethe, les métamorphoses de la littérature mondiale », paru aux Prairies ordinaires en 2011. Et qui est un livre tout à fait étonnant, sous la forme d'un dialogue extrêmement littéraire, mais extrêmement poussé, extrêmement acéré, sur cette notion de littérature mondiale, telle qu'elle nous vient de Goethe, et à travers et sur ses vicissitudes, jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que depuis ce livre de Jérôme David, qui est paru en 2012, eh bien, la réflexion, en particulier en France, dans les pays, en tout cas de langue française, a pris un tour nouveau. Et Jérôme David a été vraiment, je crois, l'initiateur de ce mouvement. Et c'est pourquoi je suis très, très heureux de l'avoir ici pour parler de cette bibliothèque invisible aussi, qu'il s'agit peut-être aussi de rendre visible, je ne sais pas, qui est celle de la littérature mondiale. Le titre annoncé est « Construire, déconstruire une bibliothèque de la littérature mondiale ». Merci, cher William Marx, pour cette invitation qui m'honore et qui, vous le verrez, m'a donné une occasion de penser quelque peu différemment les objets qui me sont chers. Il était d'abord question que je vienne l'an passé, à l'enseigne du titre que vous aviez alors donné à ce séminaire, « Construire, déconstruire la bibliothèque ». Mais entre-temps, la pandémie s'en est chargée en partie de la déconstruire à notre place, cette bibliothèque, et on sait désormais qu'il y a derrière chaque ouvrage, bien rangé, sur quelques rayons que ce soit, et même à l'intérieur de chacun de ces volumes, des virus et des bactéries qui s'invitent ensuite sur nos peaux et dans nos corps. C'est une chance, le plus souvent, puisqu'ils enrichissent alors notre microbiote intérieur, ce magma de créatures étranges, étrangères, non humaines, sans lesquelles nous ne pourrions cependant pas respirer, digérer, ni vivre, et donc penser. La vulgarisation de ces découvertes en microbiologie parle de la flore intestinale comme d'un deuxième cerveau qui serait logé au cœur de nos entrailles. Cela implique qu'un livre déniché chez un bouquiniste dialogue avec moi autrement que par la seule lecture. Le livre que je tiens, que je feuillette en mouillant parfois mon doigt, que je hume, prend aussitôt place sur ma peau, en moi, dans la bibliothèque invisible, symbiotique, dont les auteurs ont pour nom Escherichia coli, Proteus vulgari, Proteus mirabilis, Klebsiella, Citrobacter ou Aphnia, et depuis peu, si le malheur s'en mêle, coronavirus. Le titre de ma conférence, je vous prie de m'en excuser, n'a pas excessivement mis à contribution mon premier ni mon deuxième cerveau, puisque je l'avais jadis calqué presque mot pour mot sur le titre de votre séminaire. « Construire, déconstruire la bibliothèque », disiez-vous. En y mêlant la littérature mondiale, construire et déconstruire une bibliothèque de la littérature mondiale, j'avais l'intention en 2020 non seulement d'interroger une bibliothèque existante de la Weltliteratur, de la littérature mondiale, celle de Martin Bodmer,
aujourd'hui sise à Colonie, près de Genève, mais également de déconstruire, en un sens que Jacques Derrida n'aurait peut-être pas renié, la prétention d'une telle bibliothèque à l'exemplarité mondiale de sa collection. Déconstruire donc l'opposition entre le mondial, l'universel et le national, déconstruire le primat des cultures écrites sur les cultures orales dans les réflexions sur la littérature mondiale, déconstruire le canon de ce qui mérite de figurer dans son catalogue, déconstruire enfin la géographie de cette mondialité de la littérature et la place que la Weltliteratur, dans le sillage de Hegel, a hélas longtemps réservée à l'Afrique, comme continent supposément sans histoire, sans écriture et sans littérature. C'est en somme une seconde bibliothèque invisible que j'ai mobilisée dans mon titre, celle de vos travaux. Et il en sera question tout à l'heure de façon plus précise. J'aimerais en effet répondre à ce que vous disiez ici même dans votre leçon inaugurale, il y a un peu plus d'1 an, quand vous opposiez la littérature mondiale à la bibliothèque mondiale. Mon propos sera assez simple. Mes littératures mondiales sont très différentes de ce que vous associez, vous, à la littérature mondiale. Elles sont d'abord innombrables. Il y a eu depuis les premières conversations de Goethe sur la question avec son secrétaire Eckermann en 1827 une centaine au moins d'autres conversations à propos de la Weltliteratur sur l'ensemble du globe. En Allemagne, bien sûr, en Belgique, en France, aux États-Unis, au Danemark, en Italie, en Suisse, en Inde, au Japon, en Chine, dans les salons, les cercles militants, les cénacles, les organes de propagande soviétiques et nazis, les institutions internationales comme l'UNESCO, les foires internationales du livre et finalement dans les universités jusqu'au Collège de France aujourd'hui. Ces littératures mondiales sont plurielles et certaines me sont franchement intolérables. Comment acquiescer à la distinction proposée en 1934 par Karl Radek devant le Congrès des écrivains soviétiques entre une littérature mondiale bourgeoise et une littérature mondiale prolétarienne? Comment adhérer à la Weltliteratur nazie quand elle cherchait à démontrer, romans et poésies à l'appui, que le peuple polonais appelait le Troisième Reich à venir le libérer par les armes? Comment cautionner les choix de la Norton Anthology of World Masterpieces, devenue ensuite la Norton Anthology of World Literature, aussi longtemps qu'elle a exclu de ses sommaires les femmes, les hispanophones, les cultures africaines, les peuples autochtones? C'est impossible. Mais ce sont nos littératures mondiales, puisqu'elles font partie des généalogies de la notion. Et ce sont mes littératures mondiales quand je tâche d'en faire l'inventaire critique. La littérature mondiale, si le singulier a un sens, désigne pour moi un lieu mouvant, un tangage, des repères intimes parfois proches de la méditation ou de la rêverie et propice aux expériences de pensée. Un lieu à partir duquel penser la mondialité de la littérature, c'est-à-dire aussi bien les théories de la littérature que les théories de la mondialisation, et donc la mondialité de la bibliothèque. Mon titre, si j'avais à vous le fournir aujourd'hui, cher William Marx, serait le suivant: pour une nouvelle théorie du nulle part. J'espère avoir le temps de vous expliquer pourquoi. Dans une cabine d'arrêt de bus que le mobilier urbain destinait initialement à un téléphone public à pièces et à cadran rond, sans doute, on trouve aujourd'hui un amas d'ouvrages empilés sur des rayons de bois bricolés, entassés dans des sacs en papier, où toute personne du village de mon enfance, ainsi que tout individu de passage, est invité à entrer, musarder et se servir. Cette cabane à bouquins répond à une triple injonction: donner, emprunter, partager les livres que vous aimez, ainsi que le préconise l'inscription sur la porte. Ce lieu exigu regroupe des centaines de titres. Ces rayonnages comptent au moins 2 rangs de volumes coincés les uns derrière les autres. Les sacs au sol entravent le passage à tel point qu'une bûche de bois est prévue pour en tenir la porte ouverte et permettre d'accéder plus sereinement à la bibliothèque. Car cette cabine est bel et bien une bibliothèque. On y met l'accent sur le don, l'emprunt, le partage, le désintéressement, la circulation, la relation. C'est une bibliothèque située à l'arrêt d'une ligne publique de bus, accessible à quiconque, de jour comme de nuit, littéralement ouverte à tous les vents. C'est enfin une bibliothèque publique de littérature mondiale. Mondiale. J'y ai trouvé
un jour de janvier passé, des ouvrages en langue originale, français, allemand, italien, anglais, suédois, russe, turc, et des traductions de Pearl Buck, Alberto Moravia, John Grisham, Henning Mankell, Elena Ferrante, Zadie Smith, Julie Zay. Les genres sont très variés. Les romans côtoient les livres de cuisine, les dictionnaires et les grammaires, la littérature pour enfants, les guides de voyage et évidemment les manuels de développement personnel. Les éditions sont de qualité inégale, les grands formats aussi nombreux que les livres de poche. Mais je découvre un exemplaire ancien des Scènes de la vie de Bohème d'Henri Murger et, aussi étrange que cela puisse paraître, l'album Georges Perec qui a accompagné la publication de ses œuvres dans la collection de la Pléiade chez Gallimard. Il serait aisé de souligner le caractère aléatoire de ce cortège bibliographique, de cette nef un peu folle d'écrits presque échoués. Aucune logique, aucune cohésion. Le simple résultat d'un désir diffus de se défaire de volumes devenus encombrants chez soi et dont le marché du livre d'occasion et les associations caritatives n'assurent désormais plus la relance vers d'autres lectorats. La tentation est grande d'envisager cette cabine comme la résultante saugrenue de bonne volonté sans projet commun. Je pourrais aisément me convaincre, et à moindre frais, que ma propre bibliothèque, aussi chaotique soit-elle, est plus cohérente que cette ancienne cabine de téléphone réaménagée à la hâte. Un tel dépotoir serait à ranger parmi les encyclopédies chinoises de Jorge Luis Borges ou à l'ombre des hétérotopies de Michel Foucault. Il n'y aurait rien à faire de cette bibliothèque foutraque et insensée qui déborde sur la rue. Rien, sinon tout au plus se réjouir d'un tel dérèglement de tous les sens légitimes. J'en conclurai alors, en intellectuel paresseux mais satisfait, à l'impossibilité de penser ce tas informe de titres et à la nécessité d'une hétérologie, comme l'appelait Georges Bataille, une hétérologie à venir, toujours à venir, de la culture, des goûts sociaux pour la littérature et des manières de lire. Faute de formes reconnaissables, je trouverai refuge dans des formules. Je me payerai de mots en qualifiant ce lieu de non-lieu. Regardons-y cependant de plus près. 2 titres au moins, issus du catalogue de la sélection du livre, nous suggèrent que les livres ne sont parvenus dans cette cabine qu'après des périples multiples, au fil desquels des textes, ces textes, ont été publiés, traduits, réédités et même parfois livrés par la poste sur abonnement. Ces choix de traduction, d'édition et de diffusion ont rencontré, un jour, l'adhésion des gens venus ensuite déposer leurs livres ici. Ces gens ou leur entourage, s'il s'agissait d'un cadeau de Noël ou d'un héritage. Le partage invoqué sur la porte de la cabine a commencé bien avant qu'on en ouvre la porte. Les 2 titres de la section du livre nous rappellent en effet de façon abrupte, si l'on y songe, qu'une traduction est toujours portée par une certaine idée de la littérature et des échanges culturels. Dans le cas de cette filière francophone du Reader's Digest, la littérature devait être jadis haletante, dramatique, et défendre les valeurs supposées de cette portion du monde qui se situait à l'ouest du rideau de fer. L'informe, quand on entre dans cette cabine, miroite donc par endroits d'aperçus fermes et marqués sur la mondialité de la littérature. Les 2 volumes de la sélection du livre exemplifient une norme particulière de la littérature mondiale, de ce qui mérite d'être traduit en d'innombrables langues et rendu commun à des publics dispersés aux 4 coins du globe. L'un penche sur le rayon du haut, prêt à tomber, l'autre traîne par terre. Il n'épuise aucunement le sens que cet endroit confère à la littérature et à la mondialisation. Mais leur norme agit bel et bien au milieu de ce stock improbable du XXIe siècle. Elle reste disponible à des réusages. Elle n'agit pas seule, loin s'en faut. Les albums de la Pléiade engagent une autre idée de la littérature, où les archives photographiques des auteurs méritent catalogue, et une autre hiérarchie de ce qu'il convient de traduire en français depuis les autres langues du monde. À cela s'ajoutent les incontournables best-sellers de notre temps, Grisham, Mankell, Ferrante, dont la diffusion, en partie exempte d'idéologie au sens strict, répond néanmoins à des standards esthétiques éprouvés et à des thèmes à succès. Sans même compter Pearl Buck, prix Nobel oublié, soudain surgi de 1938, et dont l'œuvre explora une Chine dénouée d'orientalisme. L'informe est riche, ici, d'une collision de formes ébauchées, approximatives,
disjointes. Autrement dit, il y a une pensée de la littérature mondiale, ou plutôt de multiples pensées de la littérature mondiale dans cette cabane à bouquins, comme dans n'importe quelle boîte à lire, comme on les appelle aussi. Ces formes de la mondialité littéraire échappent pourtant à une ressaisie d'ensemble. C'est, là-haut, une collection éditoriale prosélytique du monde libre d'il y a un demi-siècle, dont 2 volumes parmi d'autres gardent l'empreinte. À côté, la vieille édition d'un texte français mineur du XIXe siècle qui ne fut guère traduit. À mi-hauteur, je parle d'un cas suisse, le polar récent d'un auteur local où les recettes scandinaves du genre sont adaptées au décor d'une station de ski. Et par-ci, par-là, les indices russes ou turcs d'une mondialité effective et tout sauf monolingue. La littérature mondiale ne s'y présente donc pas sur le mode de l'informe, mais sur le mode de l'informel. J'emprunte cette conceptualisation de l'informalité à Stefano Harney et Fred Moten, et notamment à leur ouvrage « The Undercommons ». Leur perspective découle à mes yeux d'un triple héritage. Dans le sillage de la sociologie américaine du travail et de l'opéraïsme italien des années 1960, très proche sur ce point précis, l'informalité consiste d'abord à étendre le champ de la pensée bien au-delà des seuls lieux et des seules autorités généralement associées à la connaissance et au savoir. Une ouvrière sur sa machine ou devant son tapis d'usine où défilent des pièces à vive allure n'agit pas comme une automate tout en rêvant à une autre vie sur le modèle de la fantasmagorie. Elle réfléchit au monde qui lui passe littéralement entre les mains. Elle ajuste sa place de travail à ses contraintes et à ses préférences. Elle intervient dans ses relations avec ses pairs ou ses chefs en fonction de codes multiples qu'aucun règlement ne formalise. De même, un employé de bureau interprète sans cesse les consignes qu'on lui donne pour accomplir ses tâches d'une façon pour lui optimale, tout en tenant compte des attentes des collègues avec lesquels il coopère ou prend des pauses. Le monde social est ainsi traversé de part en part d'intellectualité. Ou pour le dire avec Harney, je cite, « Quand je pense à l'étude ou au bureau, à ce que désigne pour lui le terme anglais de study, je pense aussi bien aux infirmières durant leur pause clope qu'à ce qui se passe à l'université. » Fin de citation. Hérité de cette idée d'une intellectualité diffuse dans l'ensemble des groupes sociaux, cela équivaut, plus près de nous, à souscrire à ce que Jacques Rancière appelle l'égalité des intelligences. J'en conclus que quiconque dispose d'une bibliothèque où cohabitent des cultures littéraires de langues différentes, une bibliothèque qui contiendrait ne serait-ce qu'un seul texte en langue étrangère ou un seul texte traduit, pense la littérature mondiale à son échelle et à sa manière, qui peut évidemment être distraite, involontaire ou indifférente. Il faut compter avec cette intellectualité ordinaire de la littérature mondiale. Si ma conférence était diffusée sur une plateforme me permettant de vous voir, vous qui m'écoutez, et si vous aviez fait le choix de prendre pour arrière-plan de vos visioconférences un pan de votre bibliothèque, comme cela arrive souvent, vous m'auriez sans doute donné à penser une forme supplémentaire de la littérature mondiale. Votre bibliothèque, visible pour le coup, aurait nourri ma réflexion, à tout le moins de manière inconsciente. La deuxième généalogie de l'informalité dérive de l'ancrage de Fred Moten dans les Performance Studies. J'y vois pour ma part affleurer la radicalité des premiers happenings des années 60 et, pour ce que j'en admire sur le sol européen, les interventions de Joseph Beuys ou de Robert Filliou. Beuys a organisé plusieurs de ses expositions autour d'un dialogue avec le public, dont ne subsistent aujourd'hui que les tableaux noirs recouverts des schémas à la craie qui furent tracés durant ces séances. Ces performances impliquaient tout l'auditoire dans la production de formes communes, aussi bien symboliques que matérielles, dans telle école d'art, telle galerie, telle salle de musée. Elles ouvraient à une pratique active et immédiate de la sculpture sociale collective de la société, si chère à Beuys. Quant à Filliou, le territoire de la République géniale, qu'il a proclamé au Stedelijk Museum d'Amsterdam en 1974, participait de la même esthétique dialogique. Pendant un mois, l'artiste a hissé au rang d'art ses discussions avec les visiteurs. Sans leur réflexion et leur rêverie sur la République géniale, plus rien, ni l'art, ni l'artiste, ni le musée,
n'auraient plus de sens. De telles œuvres naquirent d'une informalité revendiquée comme condition de l'art. Non pas un informe sans devenir que les visiteurs seraient venus troquer contre un savoir de l'œuvre sûre de son droit muséal, mais un informel accueilli au musée, diffus au dehors, aux contours imprévisibles, et qu'une pratique artistique assemblerait, aviverait et accompagnerait vers des formes aussi éphémères et pauvres fussent-elles. Le territoire de la littérature mondiale pourrait n'être à son tour rien d'autre que la somme des occasions données à n'importe qui, depuis 2 siècles environ, de réfléchir avec d'autres à la mondialité de la littérature. Le dernier héritage sensible dans les propositions théoriques de Harney et Moten est issu de la black music, des manières qu'ont eues certains groupes d'artistes afro-américains de faire du jazz improvisé, de la soul music ou du rap. De John Coltrane à Old Dirty Bastard du groupe Wu-Tang Clan, Moten a détaillé les chemins par lesquels certaines sociabilités en vigueur parmi les Afro-Américains, ce qu'il qualifie de black sociality, en sont venus à imprégner des genres musicaux jusqu'à en devenir des éléments constitutifs. Les formes musicales ont alors accueilli une informalité diffuse et fugitive, un en-deçà des normes sociales échappant à tout inventaire, et se sont présentées comme autant d'émergences provisoires de ce fond commun, mouvant et critique. La black music a même parfois mis en abîme cette dette à l'endroit de la black sociality, comme dans ce morceau de Marvin Gaye commenté par Moten, dont j'aimerais vous faire écouter le début pour mieux comprendre ce qu'il en dit dans son analyse. There's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. Écoutons maintenant Fred Moten. Donc c'était Marvin Gaye donc, dans What's Going On, un titre de son 11e album produit par la Motown en 1971. Et écoutons maintenant Fred Moten parler de ce morceau de Marvin Gaye dans un entretien où il le mobilise pour donner à comprendre la notion d'informalité. Et je me suis permis de traduire le passage en français. Je cite. « L'exemple classique de ce dont parle Stefano Harney à propos de la study, c'est What's Going On de Marvin Gaye. Et bien sûr, le titre te le fait déjà savoir. Waouh, un truc is going on. Et bien sûr, cette chanson émerge de ce que quelque chose a déjà lieu. Ainsi, depuis une perspective pourtant limitée, on reconnaît, il y a ces gens qui circulent alentour et parlent et se saluent, et soudain quelque chose que l'on reconnaît être de la musique émerge de ça. Mais là, si tu réfléchis un quart de seconde, tu te dis « mais la musique était déjà là, on faisait déjà de la musique ». Donc ce qui émerge n'est pas la musique en général, par opposition au non musical, ce qui émerge est une forme, à partir de ce que nous appelons avec Stefano l'informalité. L'informel n'est pas l'absence de forme, c'est ce qui donne forme. L'informel n'est pas informe. Et ce que ces gens sont occupés à faire au début de What's Going On, c'est de la study. Et quand Marvin Gaye se met à chanter, c'est aussi de la study. Ce n'est pas de la study de l'étude qui surgirait d'une absence d'étude, d'une absence de study, c'est une extension de la study. Si ça venait de nulle part, si ça partait de rien, ce genre de truc cherche juste à te faire savoir que tu as besoin d'une nouvelle théorie du rien et d'une nouvelle théorie du nulle part. Fin de citation. Il en va de même de la littérature mondiale. Si ça venait de nulle part, la cabane à bouquins chercherait précisément à nous faire savoir que nous avons besoin d'une nouvelle théorie du nulle part. Si ça part de rien, alors il nous faut une nouvelle théorie du rien. Une boîte à livres anodine et anonyme sollicite donc de notre part un renouvellement théorique pour devenir pensable. C'est en effet l'un des lieux où l'on saisit la mondialité informelle de la littérature et sa variation possible en littérature mondiale. Aucune boîte à livres n'est identique à une autre, certes, et chacune change au fil des mois. Mais leur composition, pour nous fortuite,
devrait être envisagée à l'aune de la définition du hasard formulée il y a longtemps par Antoine-Augustin Cournot. Ce qui nous semble sans intérêt dans cette cabine, impossible à démêler, peut-être même de mauvais goût, n'est rien d'autre que la rencontre de séries causales indépendantes les unes des autres. Or, cette déliaison nous embarrasse. Je comprends en effet l'enchaînement des décisions qui ont réuni en un seul volume de la sélection du livre Action totale de John Nichol, Rendez-vous sur l'autre rive de Jean-Guy Soumy et La maison des Aravistes de Françoise Bourdin. Le pilote d'hélicoptère Jack Griffiths y vit une passion dans la touffeur infernale de l'Afrique la plus sauvage. Dans la Creuse, au milieu des loups, Irène et Charlotte se disputent les faveurs d'un jeune officier, tandis que Bénédicte ne reste pas insensible à Yvan Charlet et à ses 2 loups apprivoisés lorsqu'elle emménage dans la maison que lui a léguée sa tante en Haute-Savoie. Partout, l'aventure loin des villes, la lisière du monde animal, le retour à la libido primitive, un rousseauisme du trouble hétérosexuel et de l'escapade à l'eau de rose. Je comprends également pourquoi Pearl Buck a jadis mérité traduction. Son prix Nobel aura aiguisé la curiosité du public et l'appétit des éditeurs. Quant à Grisham, Ferrante ou Mankell, comment s'étonner de les trouver là, puisqu'ils sont déjà partout ailleurs. Le lien entre ces séries m'échappe pourtant. Sans doute même n'y en a-t-il pas. Le hasard des titres bruit néanmoins d'une rumeur où l'oreille patiente discerne des voix, comme dans What's Going On de Marvin Gaye. Les voix que je perçois dans cette cabine d'une rue pour moi si familière font entendre des mondialités littéraires diverses. Elles émanent de périodes variées de la mondialisation culturelle. Pour Murger et ses scènes de la vie de Bohème, le nationalisme triomphant du XIXe siècle et la centralité de Paris dans l'Europe artistique. Pour Pearl Buck, le cosmopolitisme des élites anglophones durant l'entre-deux-guerres. La guerre froide, dans le cas de la sélection du livre, déclinaison en volume du soft power insidieux du Reader's Digest. Pour Grisham, Mankell et Ferrante, enfin, le néolibéralisme de l'édition globalisée. Ces voix ont un timbre et une tessiture très variables. Un auteur mineur, un prix Nobel, une entreprise internationale de publication par abonnement et des multinationales orchestrant les sorties de leurs derniers produits littéraires, musicaux, cinématographiques sur tous les continents en même temps. Les boîtes à livres ne sont qu'un des lieux parmi d'autres où se reconnaît une informalité de la littérature mondiale, d'où peut, en d'autres termes, surgir une pensée de la littérature mondiale qui serait une extension d'autres pensées jusque-là ignorées et indistinctes de la mondialité littéraire. La littérature mondiale a en effet toujours été une exigence, un projet, une contrainte, un horizon, bien au-delà de l'enseignement universitaire, qui s'en est emparé aux États-Unis dès le début du XXe siècle à Chicago, et au-delà de la recherche académique, qu'il a mobilisée pour sa part à partir des années 1950 pour mettre la littérature comparée aux défis d'un contemporain toujours plus transnational. L'undercommons de la littérature mondiale, sa condition méconnue, relie à mes yeux les boîtes à livres et les kiosques de gares et d'aéroports, les salons et les foires internationales du livre, les catalogues des éditeurs, des librairies et des bibliothèques. N'importe quelle bibliothèque de nos parents ou de nos amis offre par ailleurs un aperçu sur la littérature mondiale, voire plusieurs aperçus à la fois. On y repère une informalité au travail qui parcourt les titres présents, leur classement, leur distribution dans les pièces, le choix de leur rangement à hauteur de regard ou hors de la vue. J'en fais pour ma part de ces bibliothèques réelles ou rêvées, inscrites au cadastre ou tracées en pointillés, l'arrière-plan de toute réflexion sur la littérature mondiale. J'y sonde la sédimentation de mondialités parfois ordinaires de la littérature, déposées depuis 2 siècles au moins par des imaginaires pluriels aux prises avec la mondialisation culturelle. Cet informel, ni informe, ni formalisé, ne trouve pas sa place dans les réflexions actuelles sur la littérature mondiale. Les définitions académiques de la littérature mondiale ont même cherché à circonscrire un domaine de spécialisation en se distançant ostensiblement des innombrables sens communs attachés à cette notion par les écrivains eux-mêmes, les enseignants, les éditeurs, les militants ou les propagandistes officiels des régimes soviétiques, nazis ou farouchement anticommunistes. La critique littéraire s'est ainsi crue quitte
de ces mondialités informelles ou semi-formalisées qui ne lui ressemblaient guère. Impatiente elle-même de prendre forme, de se conformer au protocole du raisonnement scientifique, avide de se donner une méthode et des objets, elle n'a pas cherché à interroger les modalités de sa propre émergence. Elle a privilégié les retours à Goethe instrumentaux, incisifs et exagérément limpides. Elle a relu le texte séminal d'Erich Auerbach, Philologie der Weltliteratur, publié en 1952, sans s'attarder sur ses grumeaux herméneutiques, pour ainsi dire, sa tourbe argumentative, ses alentours effrayants de marécages nazis et macartistes. La critique a théorisé aussi l'enseignement universitaire de la littérature mondiale, sans une allusion ou presque au mouvement progressiste des University Extensions qui, au début du XXe siècle, incita notamment Richard Moulton à dispenser ses cours de World Literature à Chicago le soir pour que des femmes, des employés de bureau ou des vétérans de guerre puissent y assister. Son ouvrage de 1911, World Literature and its Place in General Culture, n'est presque jamais cité. Quand les études littéraires font l'histoire intellectuelle de la littérature mondiale, et parfois même très bien, il est difficile de déceler un souci de s'y inscrire à son tour, d'en assumer pleinement l'espace délibératif, d'accueillir cette diversité incommensurable de propositions passées. Elles tiennent à distance, avec précaution, toute sémantique historique de la littérature mondiale qui risquerait de faire la part trop belle à ceux qui, depuis cette histoire, parlent encore dans la critique la plus récente. Si c'est à cela, cher William Marx, que vous songiez en parlant de la littérature mondiale, alors voici un endroit où nous retrouver pour la discussion. Un tel cloisonnement académique a été préjudiciable à l'étude, à la study de l'histoire de la littérature mondiale. Il a coupé la critique des mises en forme successives de la notion qui ne répondait pas à ses propres exigences de clarté et de robustesse démonstrative. Les configurations et reconfigurations de l'informel se sont souvent faites à partir du mot d'ordre de la Weltliteratur au nom de convictions morales et politiques, d'aspirations mystiques et de préoccupations intimes. La ressaisie académique, impersonnelle et, selon l'expression, axiologiquement neutre, est la dernière venue de ces déclinaisons. Elle en fut longtemps la part congrue. Aussi, les débats strictement académiques sur le sujet me font-ils penser à cette plaisanterie de l'ivrogne et du réverbère. On cherche les clés de la littérature mondiale dans le périmètre éclairé du trottoir, non pas parce qu'elle s'y trouve, mais parce que tout bonnement la lumière y rend la recherche plus commode. Nous devrions, je crois, écouter avec une attention plus patiente Goethe, nous entretenir d'une église secrète, eine stille Kirche, susceptible de conjurer, selon lui, les effets massifs de la mondialisation marchande. Nous devrions tendre l'oreille à Richard Moulton lorsqu'il assimile ses cours, je cite, à une autobiographie de la civilisation américaine. Nous devrions ne pas regimber non plus, je vais y revenir, au Larsen strident que nous impose parfois Martin Baudemer lorsqu'il sursature le son de sa Weltliteratur en l'amplifiant jusqu'au Geist de Hegel et qu'il lui ajoute de surcroît le bruit blanc d'un Dieu sans contour. L'année même, 1952, où Auerbach concluait son article sur la philologie de la littérature mondiale par une très longue citation latine d'Hugues de Saint-Victor, datant du XIIe siècle, John Cage jouait une pièce durant laquelle le pianiste refermait le couvercle de son clavier pour donner à entendre les seuls sons entremêlés du public, de la salle, de la ville de New York, du monde alentour. Delicatus ille est aduc, qui patria dulcis est, fortis autem, qui omnes solum patria est, perfectus vero, qui mundus totus exilium est. Ou dans la traduction française de Diane Lemeur, c'est encore un voluptueux, celui pour qui la patrie est douce. C'est déjà un courageux, celui pour qui tout seul est une patrie. Mais il est parfait, celui pour qui le monde entier est un exil. C'est sur ces mots latins que finissait l'article d'Auerbach. Il fallait, en 1952, s'arracher à toute patrie, à tout attachement au sol,
à la musique légitime, à l'opéra national, se laver de la lingua tertii imperi et des résolutions harmoniques devenues tonitruantes des symphonies allemandes. Et voilà que l'on se mit à écouter le monde et le passé durant 4 minutes 33 secondes de silence pianistique, le temps que durait la pièce de Cage, ou le temps de cette citation d'Auerbach trouant la langue allemande d'une origine qui refusait toute origine. Cette informalité décisive d'une mondialité concurrente de l'impérialisme et du capitalisme, l'arrière-plan d'où surgissent Cage et Auerbach, nous devient soudain audible depuis cette côte est des États-Unis où vit l'un et s'est réfugié l'autre, et depuis les années 1950 bouleversé par la Seconde Guerre mondiale. Mais elle devient audible, bien sûr, à condition que l'on ferme le clavier de la méthode, pour mieux se mettre à l'écoute des bruits que fait la littérature mondiale quand on n'en dit rien l'espace d'un instant. Alors ce n'est pas une définition qui se donne à entendre, un concept déplié trait par trait, mais des voix, des tonalités, des interpellations tantôt hostiles et tantôt amicales. La critique littéraire le découvre tout à coup. Waouh, un truc is going on. Et si elle réfléchit un quart de seconde, elle se dit « mais la littérature mondiale était déjà là ». L'histoire dont elle hérite s'exprime dans les langues de la Weltliteratur, de la World Literature, de la Letteratura Mondiale, de la Mirovaya Literatura, de la Shishe Wenchue, de la Visva Sahitya, etc. Cette histoire devient même bilingue en français. Elle y bégaye en autant de littérature universelle, littérature générale, littérature tout court, littérature sans adjectif, littérature monde, et bien sûr en littérature mondiale proprement dite. Quant aux interpellations que l'on discerne désormais dans ces informalités multiples, leur véhémence naît tour à tour de critiques successives contre la nationale littérature, contre une éducation discriminatoire, contre le nazisme, contre l'esthétique bourgeoise, contre le réalisme socialiste, contre l'arbitraire du canon scolaire, contre la littérature comparée, et plus récemment, contre la littérature mondiale elle-même. Je songe ici au livre d'Emilie Apter, Against World Literature, contre la littérature mondiale, et pour ainsi dire tout contre. On perçoit souvent dans ce brouhaha, mais pas toujours, des convictions partagées. La préséance des échanges sur les frontières, la pacification des peuples par la connaissance réciproque, la quête d'une humanité commune au milieu des archives laissées par notre espèce sur tous les points du globe, l'humilité face à ces archives presque infinies, et le rôle crucial conféré à la littérature et à son étude dans la défense de ses valeurs. Je conclurai avec Martin Baudemer. Ce collectionneur suisse a réuni durant un demi-siècle une collection privée unique au monde par sa richesse, son ampleur et surtout, c'est ce qui nous intéresse ici, par sa cohérence et sa rigueur intellectuelle. Installé à Genève dès la Seconde Guerre mondiale, pour œuvrer quotidiennement au sein de la Croix-Rouge internationale à la récolte de fonds et à l'acheminement de livres dans les camps de prisonniers, Martin Baudemer a transféré sur les bords du lac Léman les dizaines de milliers de documents précieux qu'il avait rassemblés pour son grand projet de bibliothèque de la littérature mondiale et qu'il continuera à augmenter encore d'acquisitions exceptionnelles jusqu'à la fin de sa vie en 1971. Nous fêtons ce mois-ci les 50 ans de sa disparition et je suis ravi de lui rendre hommage dans ses murs. La Bibliotheca Bodmeriana, comme on en est venu à l'appeler dans le monde des bibliophiles, est une utopie matérialisée. Durant toute sa vie, Baudemer a tenu des carnets dans lesquels il a noté ses pensées, ses réflexions, ses impressions. Les 20 000 pages de ses archives privées nous ont révélé, à Cécile Nezer-Ever et moi, à quel point la Weltliteratur avait été son obsession intellectuelle depuis les années 1920, et ce jusqu'à sa mort. Sans doute même avons-nous pu devenir, grâce à la confiance de la famille Baudemer, les premiers véritables lecteurs de ces documents inédits. Nous en avons tiré une anthologie des textes de Baudemer sur la question, traduit en français, et j'ai rédigé un second ouvrage pour accompagner, pour ainsi dire, cette publication, où je retrace l'histoire de la pensée de Baudemer sur la littérature mondiale. Ses aspirations de jeunesse, très imprégnées de la philosophie de l'histoire de Hegel d'abord,
puis la crise de la Seconde Guerre mondiale et le repli sur un humanisme radical, l'apaisement des années 1950 enfin, durant lesquelles la Weltliteratur prendra chez lui, comme chez Hermann Hesse avant lui, des accents mystiques. Il faut peut-être se méfier de la littérature mondiale, cher William Marx, quand elle devient pure spéculation académique, méthode, programme, système. Mais ces cas sont rares et le risque minime. Le plus souvent, la littérature mondiale prend des formes multiples qui échappent à toute synthèse. La bibliothèque de Martin Baudemer rompt à ce titre avec plusieurs des présupposés de la World Literature Academic que vous fustigiez peut-être à mots couverts dans votre leçon inaugurale. La Baudemeriana s'est d'abord créée dans un dialogue avec les écrivains et les antiquaires plutôt qu'avec les universitaires. Il est certes arrivé à Baudemer de rêver d'une académie, c'était son mot, qui exploiterait sa collection à des fins de recherche. Mais cette académie n'a pas vu le jour de son vivant. Et elle aurait, je crois, accueilli des artistes davantage que des savants. En lançant le Baudemer Lab à l'Université de Genève, en collaboration avec la Fondation Martin Baudemer, et ce, à seule fin de valoriser la collection par l'intermédiaire des nouvelles technologies, Michel Jeanneret, Radu Suciu et moi avons tâché d'être fidèles à cet état d'esprit. Nous avons collaboré avec des savants, bien sûr, mais de manière à accueillir à nos côtés des graphistes du numérique, des conceptrices de jeux vidéo, des écrivains ou des auteurs de bandes dessinées. Le Baudemer Lab a en somme tenu lieu depuis 2014 d'académie informelle de la Baudemeriana. La littérature mondiale n'est donc pas exclusivement un objet savant. Mais il y a plus à apprendre encore de cette collection Baudemer. Elle dément également le préjugé selon lequel la littérature mondiale serait un ensemble de textes. Non pas tant parce que Baudemer y a intégré des tableaux, comme le portrait de Dante par Botticelli, de nombreux dessins de Dürer ou de Michel-Ange, des partitions musicales, voire des fossiles préhistoriques, mais parce que ce qui a transformé ces dizaines de milliers de documents embrassant 4 millénaires d'écriture en autre chose qu'un cabinet de curiosités bibliophiliques, ce qui a élevé cette collection au rang de bibliothèque der Weltliteratur, pour reprendre le titre d'un livre de Baudemer, c'est précisément une pensée de la littérature mondiale. Il fallait que quelque chose s'ajoutât aux œuvres seules pour qu'une Weltliteratur puisse tenir dans une bibliothèque, aussi démesurée fût-elle. Les archives de cette collection, enfin, nous renseignent sur les informalités diverses auxquelles Baudemer a progressivement réussi à donner forme. En écoutant ces carnets, comme Fred Moten incite à écouter la chanson de Marvin Gaye, on reconnaît des voix entremêlées d'où surgit tout à coup l'ambition de la Baudemeriana. Dans les années 1920, c'est le timbre de Paul Valéry, proche de la mère de Baudemer, qui fait écho à ceux de Hugo von Hofmannsthal et de Hermann Hesse. Quelques antiquaires tentent des incursions timides dans la conversation. Les années 1930 sont dominées par les accents soucieux de Stefan Zweig, à qui Baudemer rachètera son célèbre fonds d'autographes pour le mettre à l'abri, tandis que les nazis hurlent dans leurs gazettes les préceptes à suivre pour arianiser la Weltliteratur. On n'entend plus durant les années 1940 que le grand silence des camps, l'émigration intérieure et la conjuration des autodafés. Jusqu'au milieu des années 1950 au moins, lorsque commence à se faire entendre dans les carnets manuscrits le murmure des prières que Baudemer adresse à un Dieu abstrait, délivré de toute religion et aussi inaccessible à la pensée que le Dieu de Martin Heidegger ou de Hans-Georg Gadamer à la même époque. Un Dieu dont la Baudemeriana laisse néanmoins deviner la grandeur. La littérature mondiale prendra alors chez Baudemer les dehors d'un cœur mystique au service d'une théodicée réparatrice, un chorus mysticus, comme au dénouement du second Faust de Goethe. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Le fugace est parabole. Chaque œuvre du passé, conclura Baudemer, est la trace d'une transcendance qui s'est retirée, mais qui demeure. La cabane à bouquins du village de mon enfance n'est pas habitée par ce dieu de la métaphysique allemande. Elle est traversée par d'autres littératures mondiales, en attente d'être ressaisie ou déjà disparues. D'une bibliothèque à l'autre, toutefois, je reconnais le même désir de relier la planète par la littérature. Si la littérature mondiale ne désignait que l'une de ces mises en relation possibles,
au détriment de toutes les autres, alors il y aurait effectivement urgence à la condamner. Mais si, comme je le propose, on travaille à rappeler la singularité de chacune des littératures mondiales des 2 derniers siècles, soit depuis que Goethe en a eu la première intuition, alors la Weltliteratur et la cohorte mondiale de ses réappropriations et de ses relances nous révèlent une autre histoire de la modernité, de la littérature et de la mondialisation. Elle nous suggère de nous demander à la fois ce qu'est une bibliothèque et quelle mondialité de la littérature pourra y tenir. Cher William Marx, pour finir avec Marvin Gaye, come on, talk to me, tell me what's going on. Je vous remercie. Merci, cher Jérôme David, pour ce très bel exposé qui est totalement fidèle à votre réputation un peu de polémiste, mais aussi de dialoguiste. Je crois que c'était intéressant, parce que le dialogue sur la littérature mondiale est un dialogue qui existe depuis plus de 2 siècles environ, et je crois qu'il sera amené à se poursuivre de toute façon aussi dans les décennies à venir. Non, je crois que c'était vraiment un très bel exposé qui montrait la réalité même, que je ne conteste nullement, de cette littérature mondiale, en particulier dans ces cabines à lire, ces cabines à bouquins, qui montrent là une réalité de la circulation des textes, que loin de moi l'idée de constater quoi que ce soit, au contraire. Et je dis clairement dans ma leçon inaugurale, mais c'est pas à moi de parler, mais que il ne s'agit nullement de fustiger l'étude de la mondialisation de la littérature. C'est-à-dire, cette étude-là, c'est dit noir sur blanc dans le texte, cette étude-là, il faut la faire. Et vous la faites, et d'autres la font. Et ce qui se fait aux États-Unis, à Cornell ou à Harvard, est exactement dans cette optique-là. Donc là, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Non, ce qui me gêne plus, alors le What's Going On, donc il n'y a aucun problème. Ce qui me gêne plus, c'est ce que ça devient, la littérature mondiale, dans l'enseignement universitaire. Voilà. Et pas nécessairement en Europe, je pense que les choses se font de manière assez correcte, mais aux États-Unis en particulier, il me semble qu'en fait, dans littérature mondiale, il y a une sorte de passage sur un lit de Procuste américain de l'ensemble des d'œuvres venues de différents types d'origine, de patrimoine, et qui, à mon sens, écrètent un petit peu, pas toujours, mais ont tendance un peu à écrêter ce qui fait la spécificité et l'altérité même des textes. Il me semble que dans la littérature mondiale, comme enseignement, en particulier dans les premières années, j'entends, d'université, il y a le risque de vouloir tout ramener au même. Et c'est ça qui m'inquiète. Et moi, quand je propose une bibliothèque mondiale, c'est justement pour essayer, au contraire, d'insister beaucoup plus sur cette altérité. Et voilà, est-ce que la manière de reformuler les choses après votre présentation, est-ce que ça vous convainc davantage, ou est-ce que réellement vous y voyez encore après, on reparlera plutôt de ce que vous avez dit, mais quand même, je me sentis interpellé. Non, mais l'idée, ce n'était pas de vous obliger à vous justifier, c'était juste de souligner que parfois, la littérature mondiale, quand on l'utilise au singulier, effectivement, on a en tête une forme qui est condamnable. En l'occurrence, là, c'est les cours de World Literature au collège, etc. Et effectivement, même si on en fait la généalogie éducative, on voit que ça part de Moulton, notamment, et que, disons, la réduction de l'altérité de la World Literature, dans ce sens-là, pour Moulton, c'était lié au fait que c'était l'autobiographie d'une certaine culture. Et donc, elle ne devait en quelque sorte relire l'ensemble de l'histoire de la littérature mondiale que du point de vue des textes qui avaient eu un impact sur la culture contemporaine de ce pays-là. Et donc, Dame Rush est un peu dans cette idée-là aussi, avec cette idée qu'il y a 2 foyers de la littérature mondiale, la culture où a été produite en quelque sorte l'œuvre et celle où elle est reçue. Et celle où elle est reçue pour Dame Rush, c'est souvent une nation ou une culture nationale. Et donc, il y a un impensé, effectivement, mais mon argument, c'est plutôt de dire qu'il faut d'emblée utiliser au pluriel le terme même de littérature mondiale pour nous obliger, en quelque sorte, à voir que derrière des cibles parfois un peu faciles, pas dans votre cas, mais pour d'autres,
on pense un peu trop commodément parfois. Parce que la cible facile, ça peut être la conception allemande de la Weltliteratur. Comme c'était allemand, c'était irrecevable en France, etc. Donc ça varie. Mais quand c'est au singulier, on pense moins de façon nuancée et historique, me semble-t-il. Non, et cette idée de la littérature mondiale, en fait, comme celle de Moulton, comme autobiographie d'une nation ou d'une culture donnée, ça, j'y suis, mais alors totalement favorable. Ça me paraît effectivement, il faut avoir cette conscience-là du filtre, en fait, qui est appliqué. Et ce qui m'amène précisément aux deux exemples que vous avez proposés, parce qu'il y en avait deux, en quelque sorte, et qui sont très complémentaires, voire presque si contrastés, qui sont presque antinomiques. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'exemple de la cabine à livres, où là, en fait, on a la littérature mondiale non pensée, celle qui existe réellement, celle qui se pratique et qui est là de manière aléatoire par une société qui accumule. Alors, il faudrait réfléchir à ça, parce qu'en fait, ce sont des livres de rebut. Donc, c'est des livres dont les gens se débarrassent. Donc, s'il y a beaucoup de livres étrangers là-dedans, c'est peut-être aussi les livres dont on ne veut plus. Donc, il y aurait là... c'est pas nécessairement quelque chose qui serait le reflet de ce qui intéresse vraiment les gens. Mais disons qu'effectivement, le fait est qu'il y a là, de facto, une société, un quartier, qui crée une sorte de bibliothèque non prépensée, non intentionnelle, non concertée, voilà, qui est un reflet d'une pratique. Alors, vous l'avez dit, mais sans doute cette bibliothèque, et l'étude devrait en être faite, c'est une bibliothèque d'une cabine genevoise, enfin, ou d'un village en Suisse. Ce ne serait pas... Suisse, qui est un pays très internationalisé, ce ne serait pas la même chose dans une autre cabine à lire, dans un autre pays, dans un autre endroit, dans un petit village français ou ailleurs, en Espagne, enfin, j'en sais rien. Enfin, sans doute, c'est là qu'il faudrait faire cette autobiographie intellectuelle des cabines à lire, et faire une étude, peut-être à lancer, de ces cabines, parce qu'elle montrerait quelque chose de la mondialisation à l'œuvre dans ou moins à l'œuvre dans tel ou tel aspect. Et puis c'est une première question. Et la deuxième question, peut-être je vais répondre, mais au bout du compte, c'est assez différent de ce que fait Bodmer. Parce que là, Bodmer, c'est pas du tout non concerté. Là, pour le coup, c'est un esprit qui a une pensée, une réflexion, qui accumule une bibliothèque et qui veut, alors je ne sais pas, ça vous allez peut-être nous le dire, pour son usage personnel ou pour un témoignage à laisser à la postérité, à la société, qui veut accumuler un certain nombre de documents qui reflètent, d'une certaine manière, une vision. Est-ce qu'on peut mettre les deux sur le même plan, ou est-ce que c'est complémentaire? Voilà, comment vous voyez les choses, comme dialectique, je ne sais pas. Non, moi je les ai vus comme sorte deux idéotypes d'une bibliothèque possible de la littérature mondiale. L'une où il y a plusieurs littératures mondiales qui sont sous forme informelle et qui attendent qu'on les déchiffre, qu'on les pense, mais elles sont déjà là de façon latente, puisqu'il y a des collections qui avaient une certaine idée de la littérature et des échanges culturels. Et de l'autre, on a le projet d'une vie. Personne n'a autant écrit sur la littérature mondiale que Martin Bodmer, et personne n'y a pensé pendant un demi-siècle comme lui. Généralement, les gens qui pensent la littérature mondiale, c'est dans le courant d'un article, c'est un paragraphe dans un livre, c'est 2 ou 3 ans d'une vie, ou 5 ans dans le cas de Goethe, mais jamais 50 ans de façon aussi rigoureuse que Martin Bodmer. Et donc là, effectivement, c'est deux contrastes, mais pour dire que dans les deux cas, me semble-t-il, on a l'idée d'une bibliothèque, et ça nous pousse à aller penser un peu plus loin ce qu'on entend par bibliothèque, cohésion d'une bibliothèque, etc. Et avec aussi l'idée qu'en retour, j'en étais venu à penser ma propre bibliothèque. Est-ce qu'elle est plus proche de Bodmer ou de la cabine? Bon, je vous laisse imaginer. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour ce qui est de Bodmer, il avait ce projet, effectivement, d'une bibliothèque de la littérature mondiale qui a évolué, là aussi. Donc, le risque, c'est de penser qu'il y a une littérature mondiale chez Martin Bodmer. C'est pour ça qu'on a écrit, on a traduit l'anthologie et que j'ai écrit le livre, pour montrer qu'il y a au moins 3 périodes dans son œuvre, dans sa réflexion, et que ce serait dommageable d'en retenir qu'une comme étant la seule représentative.
Et donc, la façon dont il a évolué montre que durant le XXe siècle, les réflexions sur la littérature mondiale et les littératures mondiales informelles qui l'entouraient ont eu un impact sur la façon dont il pensait sa collection. Et il en est venu à penser, pour moi, la période la plus intéressante, c'est celle de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est là où il se défait de toute aspiration mystique. Il est dans une sorte d'immanence humaniste très radicale, et c'est là qu'il est le plus proche de ce qu'on entend par littérature comparée. Il parle d'interlittérature, etc. Avant, il est très hégélien, donc pour lui, la littérature mondiale, c'est l'esprit qui se révèle à lui-même au cours de l'histoire. Et bon, avec la Seconde Guerre mondiale, il est obligé de changer de paradigme historiographique. On ne peut pas considérer que les camps des nazis soient la théologie de l'histoire. Et donc, il devient nietzschéen, en quelque sorte. Et il commence à lire sa collection comme une autre archive, non pas celle de la progression d'un esprit qui se révélera lui-même, mais plutôt comme la preuve que les civilisations, comme il les appelait, les cultures, si on veut, sont à même de se réinventer elles-mêmes en permanence après des catastrophes. Et donc l'éternel retour, c'est l'éternelle réinvention de l'humanité par elle-même, dont la littérature mondiale est la trace documentaire en quelque sorte. Ça c'est jusque dans les années 50, et après, comme je l'ai dit, ça devient mystique, puisque la littérature mondiale, c'est l'archive d'autre chose, d'un esprit, d'un dieu, il appelle ça Gott, mais bon, ça, il faudrait s'entendre là-dessus, c'est un dieu philosophique, qui serait sensible justement dans cette possibilité laissée à l'humanité de se réinventer elle-même. Mais on part plutôt du côté de Hermann Hesse, qui lui avait écrit un livre sur la littérature mondiale, avec des approches vraiment œcuméniques, spirituelles, etc. Ça renvoie à cette dimension quasiment théologique ou mystique, en tout cas, à la citation du duc de Saint-Victor, faite par Auerbach, parce que quand même, la dernière, dans la trilogie, enfin dans la triade de proposer, la patrie, le sol dont on vient, tout sol peut être une patrie, et puis celle où le monde entier est parfait, celui pour qui le monde entier est un exil. C'est pas non plus celui où l'on est, pour qui le monde entier est une patrie, mais celui dont on est. Donc c'est l'idée que, de cette manière, on est en exil de ce monde et qu'il y aurait une aspiration à autre chose, qui serait peut-être un esprit mystique, au-delà même du monde comme réalité. Ça va assez dans le sens de ce que vous dites sur Baudemer. Oui, puis je pense que, comme je le disais, la littérature mondiale, ce n'est pas un corpus de textes, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas non plus une perspective déterminée, c'est plutôt progressivement sur 2 siècles l'invention d'un lieu à partir duquel penser la mondialité. Et donc le retrait de l'exil hors du monde, c'est pour Auerbach la forme que prend ce point imaginaire à partir duquel repenser l'humanité. Pour Baudemer, ça prendra une forme plus mystique que chez Auerbach, même si la culture allemande, chez les deux, elle infuse en quelque sorte. Et pour d'autres, par exemple René Thiamp, ça prendra la forme d'un universel qui serait commun à toutes les littératures. Donc il y a toujours un lieu à partir duquel on essaie de penser l'appariement de littératures très éloignées les unes des autres, et ce lieu-là, pour moi, il a pour nom la littérature mondiale. Et ce qu'il convient, à mon avis, de faire, c'est de voir comment on décline l'accès à ce lieu, qui est une sorte de fiction imaginaire, d'idées régulatrices kantiennes, si on veut, pour... Je ne sais pas si c'est plus simple, mais bon, pardon. C'est vraiment l'idée à laquelle on tend et qu'on sait être impossible. Plus récemment, Gayatri Spivak a parlé de planétarité comme l'horizon de la littérature mondiale. Et donc il y a toujours cet effort, cette expérience de pensée, de s'extraire du monde pour penser la mondialité. Pratiquement, pas pratiquement, mais pour revenir à mes propositions, quand je parlais moi de bibliothèque mondiale, c'était pour proposer une sorte d'envers de la littérature mondiale, qui plutôt sont complémentaires. Il y a la littérature mondiale réelle, c'est-à-dire celle des textes qui circulent. Et pour moi, la bibliothèque mondiale, c'était plutôt la bibliothèque des altérités. Et c'est plutôt la bibliothèque des textes qui ne circulent pas. Parce qu'il y a les textes qui circulent, les textes qui voyagent facilement, qui sont traduits, mais que faire de ces textes qui, eux, restent chez eux? Évidemment,
tout ça est infini, on est dans des dimensions qui sont incommensurables par rapport à l'esprit d'un unique lecteur. Mais il me semble je crois qu'il faut faire aussi un sort aux textes qui ne circulent pas, parce qu'ils ne peuvent pas circuler, parce qu'ils sont beaucoup plus peut-être représentatifs, ils sont incarnés, incrustés dans une gangue culturelle dont ils ont du mal à sortir, dont ils ne pourront jamais sortir. Mais néanmoins, je trouvais, et c'était ça l'idée de Bibliothèque mondiale, je trouvais intéressant malgré tout de promouvoir l'effort intellectuel, alors d'aller vers ces textes et de leur faire un sort, d'essayer de leur donner la parole. Et c'était ça plutôt ce que j'essayais de proposer. Est-ce que ça peut rentrer dans ce cadre-ci? Disons, l'idée même de Weltliteratur, elle vient de Goethe. L'idée, pas le terme, mais l'idée. Et en 1827, Goethe, il est entouré de plein de livres qu'on lui a envoyés, etc. Il y a de la poésie chinoise, il y a des chansons folkloriques serbes, etc. Et tout à coup, il a une sorte d'épiphanie, de révélation sur sa table de travail. Il se dit, mais en fait, il y a un lien entre tout ça. Et ce lien, je vais le dénommer Weltliteratur. Donc, par définition, presque, la Weltliteratur, c'est ce qui voyage. Mais une fois que ce lieu a été posé, on peut se mettre à penser ce qui ne voyage pas. Et je vais prendre un seul exemple, parce que, de nouveau, pour chaque littérature mondiale, il y a une pensée de ce qui ne voyage pas, me semble-t-il. Mais si on prend la pensée de Baudemer, il a résolu le problème en essayant de voir quelle était l'exemplarité des textes qui voyagent par rapport à leur culture d'origine. Et donc, il a résolu le problème en quelque sorte, de son point de vue. Ça ne veut pas dire que je suis content, enfin, ça me satisfait, mais peu importe. Il a résolu le problème en disant que certaines œuvres sont exemplaires de leur culture, de leur époque. Ces œuvres voyagent, et elles voyagent avec tout ce qui, sur le lieu d'origine et qui n'a pas bougé, a permis qu'elles existent. Et donc, chaque texte antique d'Horace, par exemple, il est riche de toute la culture romaine des textes qui n'ont pas voyagé. Donc il y a comme un reste de ce qui n'a pas voyagé dans ce qui est échangé à l'échelle mondiale. Ça reprend plutôt, c'est assez cette idée que j'essaie de développer ici, des bibliothèques invisibles, en fait, c'est-à-dire de ce qu'il y a derrière les textes et peut-être de ce continent ou cet iceberg immergé qui est derrière les œuvres qui circulent et qui peut-être qu'il faudrait essayer de faire revivre. Encore une dernière question, alors cette fois-ci toute pratique, puisque quand même il y a ces interventions, ces conférences sont diffusées et largement visionnées en France et dans le monde. La Fondation Martine Baudemer, pratiquement, il y a des choses à visiter, il y a des expositions qui sont organisées. Comment on peut se déplacer hors période de confinement, de Covid? Qu'est-ce qui est offert au public en dehors des livres, par exemple, que vous avez fait autour de cette idée de littérature mondiale? Alors, à sa mort, Martin Baudemer a transformé sa collection en fondation. Donc, c'était une très bonne initiative dans la mesure où après, elle a eu sa vie propre. Sa vie propre a débouché au début des années 2000 sur un musée qui expose à peu près 1% de la collection et qui est ouvert, après il faut aller voir sur le site, je n'ai pas le prospectus avec moi. Ça c'est la première dimension. Il y a aussi pour les gens qui nous écouteraient et qui seraient intéressés en tant que chercheuses ou chercheurs d'y aller, il y a une vaste salle de lecture pour travailler. Et dans laquelle on peut faire venir des ouvrages de la collection même, si c'est des ouvrages qui peuvent être ouverts, déplacés, etc., à partir des réserves. Et le Baudemer Lab, c'est un étage de plus, en quelque sorte, grâce auquel on a numérisé un certain nombre de livres, plusieurs milliers de livres de la collection, et qu'on a mis en ligne de façon gratuite et libre de droit. Et on accompagne ces livres d'une remise en contexte, en quelque sorte, qui permet de prendre la mesure, non pas seulement bibliophilique, c'est pas ça qui nous intéressait, mais plutôt culturelle du fond et de certains fonds de la collection. Donc il y a plusieurs manières de visiter. En temps de Covid, c'est peut-être plus simple d'aller sur le site du Baudemer Lab et dès que les jours seront un peu plus propices, d'aller tout de suite à Genève. C'est un endroit splendide avec une belle vue sur le lac. Maintenant, ils ont une machine à café, donc on peut même boire un café sur place. Donc ça vaut vraiment la peine d'y aller pour voir les livres
physiquement et le choc que peut, par exemple, produire une des premières Bibles de Gutenberg qui est exposée de façon assez majestueuse, vaut le déplacement. Et ça, les numérisations ne peuvent pas compenser ce choc, disons, physique et sensuel de la pièce face à soi. Merci de nous offrir cette perspective de déplacement une fois que les conditions sanitaires seront effectivement plus propices. Mais en attendant, nous pouvons rêver, nous pouvons lire effectivement ces réflexions sur la littérature mondiale chez Martine Modenmer. Et merci infiniment de nous avoir raconté effectivement ce qui se passe, hein, what's going on, parmi nous, et effectivement auquel il faut apporter effectivement une attention particulière, une attention scientifique, parce qu'effectivement ces textes, cette circulation des textes, cette mondialisation en acte qui existe depuis des siècles maintenant, elle doit faire l'objet effectivement de notre curiosité et de notre attention scientifique, hein, cela ne pose aucun problème. Merci encore d'apporter cette réflexion passionnante parmi nous. Merci à vous. Bien.